Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravi d'être à vos côtés et en direct jusqu'à 16h. Et comme tous les jours, je vous retrouve en compagnie de ma camarade Ambline. Comment allez-vous, ma chère ? Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour, nous parlons pendant cette heure de vous, de vos expériences, qu'elles soient vécues, qu'elles soient réelles. Votre vie nous intéresse. L'inceste est encore très tabou. Pourtant, 4 millions de Français en ont été victimes. On estime que cela touche 2 enfants par classe. Aucune classe sociale n'est épargnée. Il faut parfois des dizaines d'années pour que l'on puisse en parler. Comment mettre des mots sur l'impensable ? Qu'attend-on de la justice ? Comment avancer ? Si on ne se bat pas, non mais c'est très très facile de rester dans le déni. On met un petit couvercle dessus, personne ne nous croit, on fait pas d'embrouille, on gêne personne, on choque pas la famille. Même quand moi j'ai peur, que je doute, que je suis terrorisée, que je me dis j'y arriverai jamais, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est épuisant, aidez-moi. Ma fille elle me montre qu'il faut continuer. Il faut pas lâcher maman, il faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut le faire. Cet extrait est tiré du documentaire Inceste, que justice soit faite, d'Audrey Glohagen, qui sera diffusé ce soir dans l'émission Le Monde en face à 20h55 sur France 5. Inceste, comment briser la loi du silence ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et nous accueillons Laurent sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Bonjour, vous avez 47 ans Laurent, et c'est à l'âge de 6 ans que votre frère a abusé de vous. Vous étiez en vacances avec votre famille, vous partagiez votre lit avec celui de votre frère. C'est là que tout a commencé. Que s'est-il passé dans votre tête de petit garçon à ce moment-là ? Un cataclysme, une incompréhension. D'abord, c'est plutôt physique que ça se passe. C'est une douleur terrible, une incompréhension. Mon frère, c'était mon héros. On est le petit matin, c'est l'été. Il est arrivé depuis quelques jours puisqu'il était en internat. C'est les vacances, tout est beau. On n'a pas fini notre partie de foot la veille. On va la finir dans la journée. Tout va bien. Et puis tout d'un coup, mon frère se retourne. Mon frère se rapproche. Mon frère se colle à moi. Et puis là, une piqûre immense, une incompréhension, une douleur. Et dans ma tête, c'est de me dire, mais qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? On est dans les années 70, donc vraiment, on n'a pas accès au savoir que les enfants peuvent toucher aujourd'hui. Donc moi, franchement, je comprends rien du tout. Donc dans ma tête, c'est tellement de questions, et surtout une seule, c'est pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous aviez 6 ans à l'époque, et votre frère avait quel âge ? Il avait 10 ans de plus que moi, il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Il vous disait une phrase marquante, qui est aussi le titre de votre livre. « Tous les frères font comme ça ». Oui. Le dire, lui montrer que vous n'étiez pas d'accord, c'était trahir le secret des frères, ce fameux club des frères. Et puis, on vous a entendu dire combien vous l'admiriez, ce frère. C'était quoi ce club des frères ? Pour moi, c'était lui il me disait que si j'en parlais, on serait plus frères. Pour moi, mon frère, c'était mon héros. Donc j'avais tellement peur. J'étais le petit dernier de la famille. C'était la seule personne qui était en capacité pour moi de me comprendre. C'était mon modèle, mon idole. Donc je me voyais pas du tout ne plus être le frère de cette personne-là. Donc quand mon frère me dit il faut surtout pas en parler, tous les frères font comme ça, tu sais, c'est maintenant, tu grandis, tous les frères font comme ça. Donc j'avais à la fois ce sentiment de me dire quand même c'est extrêmement douloureux, et puis de me dire s'il faut en passer par là, parce que dans mon esprit quelques instants après cette première fois, il n'y en aura pas d'autres. Tous les frères font comme ça m'est arrivé, c'était douloureux, mais il fallait en passer par là, c'est comme ça. Qu'entendez-vous par là ? Il n'y aura qu'une fois ? Parce que dans mon esprit, je comprends pas du tout que ça va durer 3 ans. Dans mon esprit, ça s'est passé une fois, et puis ensuite, pendant 2-3 jours, je vais me rendre compte, tous les matins, je vais avoir peur que ça recommence, et puis ça recommence pas. Donc je vais baisser ma garde, parce que finalement, je me suis dit, c'était une sorte de rite, il fallait en passer par là. J'ai pas compris pourquoi, ça m'a fait mal, c'est fait. Et c'est pour ça que la deuxième fois est encore plus terrible que la première, parce que là, j'avais repris confiance en mon frère. Je m'étais vraiment dit que, effectivement, tous les frères faisaient comme ça et que c'était fini. Et j'avais baissé ma garde. Et la deuxième fois a été tellement plus douloureuse que la première, parce que la deuxième fois, j'ai ressenti vraiment que, non, ça allait plus s'arrêter, en fait. Vous dites que, cependant, vous aviez l'intime conviction que, malgré vos 6 ans, tout ça n'était pas normal.
Comment est-ce qu'on réalise à 6 ans la gravité de ces actes-là? Est-ce que c'est à travers l'attitude de votre frère après cet acte anormal, ou le lendemain matin, dans son attitude, est-ce que il laissait transparaître l'erreur qu'il avait commise, ou est-ce que c'est vous tout seul qui vous rendiez compte qu'il y avait quelque chose d'anormal là-dedans? Mon frère me laissait absolument rien paraître. Et à son attitude, j'avais vraiment l'impression qu'il avait raison quand il disait que tous les frères faisaient comme ça, parce que Ouais. une fois que j'ai retrouvé mes esprits après la première fois, je suis allé dans la cuisine, je l'ai vu rire avec ma mère, j'ai vu que la vie continuait son cours comme si rien s'était passé. Donc effectivement, rien avait dû se passer. Mais là où je me disais que c'était pas normal, c'est que quelque chose venant de mon frère que j'aimais tant ne pouvait pas me faire autant de mal si c'était normal. Et ça me faisait vraiment physiquement mal. Ça me brûlait, ça me faisait atrocement mal. Vous évoquez ce moment-là dans la cuisine, le voyant rire avec votre mère. Euh, euh, à ce moment-là, vous posez des questions sur la réalité de tous les frères font comme ça. Est-ce que vous doutez de la parole de votre frère, ou Non. qu'est-ce qui passe dans votre tête de petit garçon à ce moment-là? C'est une grande solitude. Une Dès grande la solitude. première fois, on se trouve tout de suite dans la solitude parce que nous, on a mal. On a ce sentiment partagé de se dire c'est peut-être bien vrai que tous les frères font comme ça, puisqu'autour de moi tout va bien, tout est normal. Et puis nous, à l'intérieur, j'avais cette immense douleur, cette brûlure qui m'a pas quitté pendant 3 ans, et cette solitude. Donc c'est un partage bizarre entre autour de nous, on est comme dans le brouillard, autour de nous la vie continue, tout va bien, mon frère s'amuse avec ma mère trouve que j'ai une petite mine, mais elle met ça sur le compte que je dois avoir une angine ou quelque chose comme ça, et moi qui à l'intérieur me dis mais enfin tout doit aller bien, mais alors pourquoi ça me fait si mal, et pourquoi j'ai cette envie de vomir, pourquoi j'ai cette nausée si tout va bien, Et, tous les frères font comme ça. et ces moments-là, dont vous êtes spectateur, est-ce qu'ils ont une influence majeure sur ces 30 ans durant lesquels vous vous êtes dit que vous vous mentiez? Ces moments-là, ils ont une influence majeure parce que après coup, on s'en veut tellement d'avoir, parce qu'après coup, on oublie ce que c'est que d'être un enfant de 6 ans quand on grandit, on oublie on perd le regard qu'on a sur l'enfant qu'on a été. Et donc, je m'en suis tellement voulu d'être resté là dans cette cuisine à chaque fois sans jamais rien dire, d'être resté avec ma solitude. C'est une telle honte et une telle culpabilité que ces instants de solitude, ils nous marquent pour tout le temps après. C'est à ce moment-là qu'on plonge dans le silence et qu'on entraîne avec nous toute cette honte et toute cette culpabilité qu'on va traîner après pendant des années et des années. Vous restez en ligne avec nous, Laurent, évidemment. Nous allons continuer à parler de votre histoire, et surtout, vous allez nous raconter quel impact cela a eu sur votre vie après. Europe 1. L'inceste, des violences sexuelles, des viols commis au cœur même de sa propre famille. Vous en avez été victime, l'un de vos proches. Si vous souhaitez témoigner, vous n'hésitez pas à nous appeler 39 21. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous témoignez au 39 21 des actes sexuels, des violences commis par un membre de sa famille, par un proche. Vous en avez été victime. On parle de l'inceste cet après-midi. Nous vous lisons sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et nous sommes toujours en ligne avec Laurent Boyer, auteur de l'ouvrage Tous les frères font comme ça, qui nous expliquait avoir vécu dès l'âge de 6 ans des viols de la part de son frère, des viols à répétition, et s'être senti totalement seul face à ce frère qui lui disait, comme le nom de son ouvrage l'indique, tous les frères font comme ça. Vous dites dans votre ouvrage, Laurent, c'est ce silence qui m'a fait honte, qui m'a renvoyé une image de moi monstrueuse. C'est l'engrenage de ce silence qui m'a fait glisser de victime à coupable, insidieusement. C'est ce que vous ressentez encore aujourd'hui, être coupable de vous être tu? Alors aujourd'hui, non. Mais jusqu'à ce que j'écrive ce livre, jusqu'à ce que je libère vraiment ma parole, oui, j'avais cette honte qui petit à petit m'avait fait glisser vers ce sentiment de culpabilité, de me sentir finalement autant coupable que mon frère, de l'avoir laissé faire, d'avoir pas pu, d'avoir pas su l'empêcher de me faire ce mal qu'il me faisait. Et ce sentiment me faisait m'empêcher de pouvoir me regarder dans le miroir, tellement je me trouvais monstrueux, tellement je me sentais laid. C'est aussi ce sentiment qui fait que les victimes se scarifient, ont des addictions, se perdent parce qu'on se sent tellement sale et laid qu'on n'a pas envie de se faire face soi-même. Et moi, j'avais ce sentiment. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, j'étais incapable de me regarder dans le miroir. Incapable. Vous dites
Comment pardonner à l'autre quand on ne se pardonne pas à soi-même? À quel moment, vous avez parlé de ce que vous aviez subi à votre famille, et lorsque vous évoquez le pardon, elle peut arriver, cette notion de pardon, lorsqu'on a subi ça? La notion de pardon, se pardonner soi-même, c'est impératif. Après, Ouais. pardonner l'autre, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis pas capable. J'en veux plus à mon frère parce que j'ai fait quelque chose de ce qu'il m'a fait. C'était ça, en fait, l'incompréhension. C'est pas de se dire pourquoi il m'a fait ça, c'est qu'est-ce que je vais en faire maintenant de ça. J'en fais quelque chose aujourd'hui, donc j'ai plus cette colère contre lui. Mais pour autant, pardonner pour moi, c'est pas possible parce que ce qu'il m'a fait, ce que nos agresseurs nous font, c'est du domaine de l'impardonnable. Donc, mais par contre, se pardonner à soi, c'est important. Et j'ai parlé de ça à ma famille plus de 30 ans après les faits. C'est surtout après avoir trouvé la force d'en parler à mon épouse que j'ai trouvé la force d'en parler à ma famille. C'est sa réaction qui m'a permis de me rendre compte que, ben oui, j'avais pas de quoi avoir honte, que je devais relever la tête et que je devais affronter tout ça. Et c'est justement pourquoi vous avez pris le parti de ne rien travestir dans votre ouvrage, de ne rien adoucir, car vos mots sont crus dans cet ouvrage. Oui. Ce livre, est-ce que c'est votre résilience à vous? Ce livre, c'est une façon pour moi de poser cette part d'ombre, toute cette noirceur que j'avais en moi, que m'avait fait rentrer en moi mon frère. Ça a été une façon pour moi de la mettre sur la table. Mais forcément, cette noirceur, elle est crue, elle est violente. Mais ce que j'ai voulu surtout montrer, c'est la réalité, parce que si on adoucit les choses, on peut pas, quand on n'est pas victime, on peut pas comprendre pourquoi on met autant de temps à pouvoir parler. Qu'est-ce que ça engendre en nous? Et je crois que justement, ne rien adoucir, dire les mots tels qu'ils sont, dire le mal qu'on nous a fait tel qu'on nous l'a fait, et pouvoir permettre aux non-victimes de nous comprendre et de comprendre notre silence. Et tout ce qui se passe au moment où votre émission, le reportage de ce soir, etc., c'est important parce qu'on a vraiment l'impression, enfin, en ce moment, d'être un petit peu entendu, un petit peu écouté. On a l'impression que les consciences se réveillent un petit peu sur ce fléau. Je rappelle que vous serez ce soir à partir de 20h55 donc présent dans Le Monde en face sur France 5. Bien évidemment, je me pose la question que beaucoup de nos auditeurs doivent se poser. Ce frère a aujourd'hui 63 ans. Est-il vivant encore? Et il est là encore? Alors mon frère a 10 ans de plus que moi, donc il a 57 ans. Je pensais 16 ans, excusez-moi. Oui, 10 ans, 10 ans de plus que ans. moi. Ouais, il est sans doute vivant. Ma famille est au courant de mon livre, puisque dès les premières interviews, j'ai eu des petits messages de mes filles, de mes neveux qui disaient que c'était pas normal qu'on me laisse parler. Mais pour autant, moi, j'ai voulu montrer aux victimes qu'il fallait faire le pari de libérer notre parole, parce que nos agresseurs, devant tout ça, ils vont préférer continuer à faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire être lâches et rester dans l'ombre. Donc ma famille est au courant. Ma famille m'a dit que je faisais plus partie justement de la famille. Donc voilà, je sais pas en fait vraiment je sais que ma mère est décédée, je sais pas ce qu'il en est de mon frère. Là vous êtes en train de me dire que le reste de la famille finalement n'a pas accordé de valeur à ce que vous écriviez et que tout le monde s'est retourné contre vous? De toute façon, c'est dans 70% des cas ce qui arrive, c'est que la famille préfère se retourner contre les victimes, puisque nous, on a vraiment déjà cette propension à se taire. Donc c'est plus facile de nous exclure à nous que d'exclure l'agresseur. Moi, ma grande sœur m'a textuellement dit « tu ne fais plus partie de la famille ». Et pourtant, ma mère avait dit « je te crois parce que je m'en suis toujours douté ». Donc les faits étaient relativement avérés avec ces propos de ma mère, mais pour autant, c'est moi qu'on a exclu. Merci infiniment en tout cas Laurent pour votre témoignage. Votre livre Tous les frères font comme ça est disponible en librairie et vous serez ce soir, je le rappelle, sur le plateau du Monde en face sur France 5 à partir de 20h55 après la diffusion du documentaire L'inceste. Que justice soit faite. Merci pour votre courage et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Muriel Salmona. Elle est psychiatre et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Cécile nous écrit sur Facebook, elle nous dit « Sujet tabou, même révélé, l'aîné s'est permis l'inavouable, j'avais 11 ans ». Comment vous l'avez ressenti ce moment-là? Très mal. C'est l'impression que c'est nous qui sommes jugés. Parce que au final, c'est sa parole contre la mienne. Donc s'il y a un classement sans suite, pour moi, c'est qu'on l'a cru lui et pas moi. Et ça fait très mal.
Un extrait du documentaire Inceste, que justice soit faite, réalisé par Rodrigue Lohagen, diffusé ce soir sur France 5 dans le cadre de l'émission Le Monde en face, présentée par Marina Carrère-Dancos. Ce sera à 20h55. L'inceste, un mal pas toujours reconnu. Nous en parlons avec vous cet après-midi au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous sommes maintenant en ligne avec Muriel Salmona, psychiatre et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Bonjour docteur, vous serez d'ailleurs présente ce soir, vous aussi, sur le plateau de France 5 dans le cadre de la diffusion de ce documentaire sur France 5. J'ai envie de rester sur l'extrait que l'on vient d'écouter parce qu'il fait suite à ce que Laurent évoquait à la fin de son témoignage lorsqu'il disait que dans 70% des cas, eh bien la famille explosait. En tout cas, on ne croyait pas la parole de l'enfant. Est-ce que l'enfant, l'adolescent, l'adulte sait en parlant qu'il peut faire voler en éclats sa famille et comment surtout l'inciter quand même à parler quand on sait que briser la loi du silence est l'étape fondamentale et que c'est finalement la première et seule étape. Oui, alors on sait effectivement que c'est très difficile de parler. Une enquête a montré qu'il fallait en moyenne 16 ans pour les enfants victimes d'inceste pour arriver à parler. Ils ont toutes les raisons du monde de ne pas pouvoir parler, déjà parce qu'ils sont menacés, manipulés, isolés, ils ont peur, ils se sentent coupables, ils ont honte, ils sont surtout extrêmement traumatisés. Et du coup, toute parole est quasiment impossible. Et nous, dans notre grande enquête, c'était 83% de l'ensemble des mineurs qui avaient subi des violences sexuelles qui disaient ne jamais avoir été ni protégés ni reconnus. Mmh. Donc ils sont seuls, effectivement. Et le problème, c'est qu'un enfant, ça doit être protégé, c'est un impératif catégorique. Et on peut pas demander aux enfants de devoir se défendre et de devoir parler, en fait, parce que c'est extrêmement difficile. Il faut aider à ce que cette parole advienne. Et vu les chiffres, c'est une fille sur 5, un garçon sur 13 qui a subi des violences sexuelles dans l'enfance. Et avant 15 ans, c'est 80% dans la famille. Donc il faut aller à leur rencontre, il faut poser des questions régulièrement aux enfants, il faut parler de l'inceste, il faut qu'ils puissent trouver les mots, il faut qu'ils puissent savoir qu'on peut les aider, qu'on va les croire, qu'on va les accompagner. C'est une torture, Laurent le décrit bien, c'est un acte cruel, dégradant, inhumain, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme. C'est extrêmement traumatisant, avec un impact très lourd sur la santé mentale et la santé physique. Ça entraîne une mémoire traumatique, une dissociation des mécanismes de survie où les gens sont complètement déconnectés. Donc il faut aller à leur aide et il faut leur donner des informations, il faut en parler énormément. Alors, il faut que le monde en parle, parce que si personne n'en parle, ils vont être seuls, ils vont pas pouvoir parler, c'est clair. Justement, on a bien évidemment du mal à imaginer ce qui peut se passer dans le corps d'un enfant lorsqu'il est victime de violences sexuelles de la part, en plus, d'un membre de sa famille. Mais comment peut-on déceler qu'un enfant est victime d'inceste ? Parce que vous évoquez des chiffres effarants, 83% d'enfants qui sentent qu'on ne les croit pas. Comment peut-on déceler qu'un enfant souffre ? Il y a plein d'éléments qui peuvent le permettre. Est-ce que les choses, à ce moment-là, le comportement de l'enfant bascule, il est plus le même, il est triste, il peut se mettre à avoir des troubles du comportement, à se faire mal, à avoir des idées suicidaires, à avoir des phobies soudaines, à ne plus pouvoir rester seul, ou au contraire à faire des fugues, des troubles alimentaires, il y a des troubles addictifs, des conduites à risque, il y a plein d'effets psychotraumatiques, mais les enfants peuvent être tellement en situation de survie, parce que le propre de l'inceste, c'est que ces violences sexuelles vont durer, et souvent vont durer plusieurs années, et du coup, ça a un impact sur le cerveau gravissime, avec des atteintes neurologiques, et le cerveau met en place un système de sauvegarde qui va anesthésier l'enfant. Et parfois, il peut paraître ne pas aller si mal, alors qu'il est en état de choc, mais parce que simplement, il est en système survie. Et le seul moyen, c'est d'aller vers lui et de poser des questions. Il faut qu'il y ait des personnes qui posent des questions ou qu'on lui parle de ça pour qu'il puisse dire « moi, ça m'est arrivé ». Et toi, vous savez, quand on fait comme ça des sensibilisations, dire « voilà, ça c'est très fréquent, ça arrive à beaucoup d'enfants, est-ce que ça t'est arrivé à toi ?» Et là, souvent, les enfants peuvent arriver à pleurer, ils peuvent arriver
à parler. Et vous savez qu'on a une obligation de signalement pour ces... Ouais. Voilà, ce sont des crimes, des délits avec des circonstances aggravantes, c'est très grave. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les enfants vont subir des années durant, et donc ils ont vraiment besoin d'être protégés absolument. Et puis c'est rare qu'un agresseur s'en prenne à un seul enfant. C'est jamais l'enfant qui crée l'agresseur, c'est toujours un agresseur qui est prédateur de souvent de nombreux enfants, que ce soit à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur, et qu'il y a beaucoup d'autres enfants à protéger. Et l'impunité qui règne actuellement, où il y a très très peu d'agresseurs qui sont identifiés, poursuivis et condamnés, c'est un véritable problème de société gravissime. C'est pour cela que j'incite tous nos auditeurs à regarder ce documentaire ce soir sur l'inceste, parce que lorsqu'on parle de tabou, vraiment, le mot est faible. Muriel Salmona, je rappelle que vous êtes psychiatre et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Dans quelques instants, nous accueillerons Olivier. Son père l'a agressé sexuellement et il a mis des années avant de comprendre que ce n'était pas normal. Mais encore une fois, lorsqu'on parle de tabou, plus que jamais, lorsqu'il est question d'inceste aujourd'hui, il est vrai qu'on a du mal à parler, on a du mal à condamner, on a du mal à faire confiance à la parole de l'enfant, alors que c'est extrêmement répandu. On continue à en parler avec vous dans quelques instants, Muriel Salmona, et avec Olivier. On va continuer à parler de comment protéger ses enfants, en les informant peut-être, et puis comment soigner ses victimes dans quelques instants. Et il y a Anne, 54 ans, qui témoigne au 39-21. J'ai été victime d'inceste de la part de mes 2 frères. J'en ai parlé à ma mère il y a seulement 12 ans. Ça a été très très difficile de lui dire. J'avais 6 ans au moment des faits. J'ai tenu le secret pour protéger ma famille, mais j'ai dû parler à ma mère car elle avait remarqué mon attitude. J'étais silencieuse et prostrée en famille. Et nous accueillons Olivier sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous cet après-midi. Oui, bonjour, c'est un plaisir. Alors Olivier, vous avez 59 ans aujourd'hui et vous venez d'une famille aisée, de professeurs, de pédagogues. Au moment de votre puberté, aux alentours de 14 ou 15 ans, votre père a commencé à vouloir vous montrer des choses. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Donc je suis d'une famille de pédagogues, ouais, tout à fait. Et en fait, présenté sous une forme d'éducation, mon père m'a appris à me masturber et m'a fait découvrir le plaisir solitaire, on va dire. Oui. Sachant que c'était vraiment pour moi assimilé comme de la formation. Que vous disait-il pour justifier des actes comme ceci ? Je ne sais pas s'il avait besoin de demander, j'étais un enfant assez docile. Oui. Et puis, c'était vraiment présenté comme d'éducation. Donc, en fait, c'est pour expliquer comment, bien physiologiquement, le système sexuel fonctionnait et puis la prise de plaisir. Mais tout enfant docile que vous étiez, est-ce que vous pensiez que ce que votre père vous montrait faisait partie d'une éducation normale ? Je pense que non. Disons que le seul moyen que j'ai trouvé pour lutter, parce que c'était quand même, il était assez présent, enfin, ça pouvait durer des heures pour qu'il arrive à ses fins. Le seul moyen que j'ai trouvé pour échapper à ça, c'est de faire semblant de dormir. D'accord, parce que replanter moi le décor en fait, c'était tous les jours ou c'était de temps en temps, une fois, deux fois par semaine ? Voilà. Alors ça, je sais pas. C'est toujours c'est un des problèmes que j'ai, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre de date ni de début ni de fin. Oui. Bon, c'est pour ça, c'était vraisemblablement au moment de l'adolescence, vers 13-14 ans, au moment de la puberté. Plusieurs fois par semaine, peut-être, à plusieurs lieux et sur plusieurs mois, c'est sûr. Vous avez vécu avec cela pendant combien de temps sans en parler autour de vous ? C'est sorti quand j'avais 40 ans. D'accord. Avant 40 ans, comment viviez-vous ce Disons que souvenir ? j'ai une vie, on va dire, normale. J'ai fait des études, je me suis marié, des enfants, etc. Oui. Et en fait, je pense que c'était tellement assimilé comme de l'éducation et comme quelque chose de normal que ça ne m'avait pas posé de souci en tant que tel, à part le fait que je suis assez nostalgique et surtout, je suis triste. Mais lorsque votre père vous fait vivre ces expériences-là, le temps de votre adolescence, et puis ensuite, lorsque vous devenez un jeune adulte, vous avez envie d'en parler ou c'est quelque chose que
Vous savez... Non, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose que j'ai complètement occulté. Alors, je savais que c'était pas normal. Oui. Par contre, pour moi, il n'y avait pas eu de conséquences parce que j'ai fait des études, j'ai fondé une famille avec des enfants. Mais non, c'est surtout la tristesse. C'est-à-dire qu'en gros, pas de but dans la vie. C'était pas de joie, mais ça s'est mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu, je pense, à côté de ça, une éducation quand même qui est vraiment très solide. Pour ça, je pense que j'arrive à m'en sortir. C'est assez flou, c'est un peu mitigé, quoi. Je ne sais pas trop comment dire. Ça m'a pas détruit. Ça m'a abîmé, mais ça m'a pas détruit. Ce qui est assez paradoxal en fait dans cette histoire, c'est que votre père, sous le coup de vous éduquer, fait quelque chose de totalement choquant pour un enfant, et en même temps il vous donne une éducation que vous qualifiez de normale, en tout cas qui vous a construite. Et c'est lorsque vous avez vos propres enfants que finalement ça a l'air de remonter tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fondé des enfants, j'ai 4 enfants, une famille avec des enfants. Ouais. Et vers l'âge de 40 ans, mon aîné avait à peu près 14-15 ans. Donc je me suis retrouvé dans une situation où je pense que j'ai eu peur de reproduire la même chose, je suppose. Et là, je vais pas dire j'ai pété un plomb, mais j'ai commencé vraiment à perdre les pédales. Et où tout est ressorti et je pense que quelque part je le savais et je m'en étais protégé de cette manière, donc en acceptant ça comme d'éducation. Ouais. Et puis dès l'instant où je me suis rendu compte que c'était pas normal, j'ai lu beaucoup de bouquins, c'est ça qui m'a aidé. Olivier, vous restez en ligne avec nous, on va continuer à parler de votre histoire. Et justement, par quels états d'âme vous êtes passé ensuite, une fois que vous avez réalisé en tout cas que tout cela est remonté à la surface. On se retrouve dans quelques instants. Europe 1. Victime jeune d'abus sexuels, de violences sexuelles répétées par un proche, comment lutter contre l'inceste? On vous écoute au 39 21. Et vous regrettez ça des fois vous auriez préféré que... Qu'elle dise rien. Ah oui, ça je le pense sincèrement. Mais elle avait besoin de le dire. Ça la faisait trop mal. C'était de la colère, elle voulait même pas en entendre parler. De toute façon, elle montait dans des tours, pas possible, quoi. T'imagines, ton père à 62 ans, en prison. Et moi, je réponds, mais quand j'avais 4 ans, vous croyez qu'il a pensé à moi, ma vie? C'est un extrait de documentaire Inceste, que justice soit faite, d'Audrey Glohagen, diffusé ce soir sur France 5 dès 20h55 dans l'émission Le Monde en face. Vous avez été victime d'inceste. Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 39 21. Nous sommes toujours avec Olivier sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi, qui nous expliquait que tout jeune, dès l'âge de ses 14 ans, son père avait commencé à vouloir lui montrer des choses et que ce père lui avait appris à se masturber, ce qui est une manière d'éduquer son enfant pour le moins curieuse, en tout cas qui a provoqué chez vous, Olivier, une prise de conscience ensuite lorsque, comme nous l'évoquions, vos propres enfants ont commencé à devenir adolescents. Justement, par quels états d'âme êtes-vous passé ensuite lorsque vos enfants ont atteint l'âge de l'adolescence ? J'ai réagi surtout par rapport à mes enfants, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu absolument éviter qu'ils aient l'adoration ou l'adulation de leur père. Donc j'ai été violent verbalement avec eux. Ça avait un rapport d'être violent verbalement avec eux ? C'est-à-dire qu'en fait, je voulais absolument qu'ils évitent de rentrer dans une phase de soumission ou d'adoration de leur père. C'est pas parce que j'avais peur de faire la même chose, mais c'est surtout parce que quelque part, je voulais surtout pas qu'ils rentrent dans ce genre de relation qui, moi, m'a amené à accepter des choses qui étaient inacceptables, quoi. Alors, vous avez fini par en parler avec vos parents, parce que c'était une étape nécessaire pour vous. Comment ont-ils réagi? Comment votre mère a-t-elle réagi? Puis votre père? Donc ma mère, la réaction qu'elle a eue, elle a dit « Je suis désolé, j'ai rien vu, je te demande pardon ». Et la seule chose que j'ai eue de mon père, qui a reconnu des faits, mais qui n'en a pas mesuré les conséquences, il m'a dit j'ai fait une connerie. Voilà. Ça s'est arrêté là, on va dire. C'est tout ? C'est tout. C'est tout. On va pas faire ici l'analyse de votre père, puisqu'on entend combien ces actes ont eu d'impact sur votre vie. Vous avez fait une thérapie. Est-ce que cette thérapie a réussi à vous faire avancer et comment est-ce que vous vous sentez? Alors, je suis très critique par rapport à la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, la thérapie, entre autres, c'est souvent médicamenteuse.
Oui. Et ça, je l'ai pris parce que j'en avais besoin, mais volontairement, enfin, je l'ai arrêté au bout de quelques années. Hein. Mais en fait, surtout, c'est un travail solitaire que j'ai fait. C'est-à-dire solitaire, c'est-à-dire que j'ai eu, il y a juste un seul thérapeute qui m'a aidé à sortir de l'hôpital. Mhm. C'est le seul en qui je sois reconnaissant. Par contre, tous les autres, quelque part, ils m'ont rien apporté. Mes amis, la lecture, le fait de chercher des informations à droite à gauche m'ont beaucoup plus aidé que les actions des thérapeutes, qui me semblent assez... alors peut-être que je suis un cas particulier, j'en sais rien. Et Succincte, en tout cas, visiblement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ma position, c'était, voilà, je vais pas bien, j'ai l'impression d'avoir compris pourquoi. Donnez-moi des voies, donnez-moi des idées, donnez-moi des choses, du travail à faire, Ouais. que je puisse sortir de ce marasme. Est-ce que c'est plus votre famille et votre entourage, finalement, qui a contribué à ce que vous alliez mieux et à vous montrer qu'il vous portait de l'attention et qu'il comprenait ce que vous viviez? Alors, la famille proche, oui. Oui. Mon ex-femme, entre autres, et puis les enfants. Oui. Les amis, beaucoup. Mhm. Et même au sein du travail, d'ailleurs, j'ai trouvé des gens qui étaient alors c'est pas de la compassion, hein, qui étaient là, qui étaient présents, c'est tout, quoi. Pourquoi avoir fait le choix de parler de votre histoire aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1? Alors, bon, c'est pas la première fois que je fais cette démarche, mais si je peux, ce que j'ai dit toujours, c'est si je peux aider des gens qui sont dans le doute et leur dire que on arrive, alors je dis pas s'en sortir, mais on arrive à vivre un peu moins mal en parlant, il faut surtout pas hésiter. Les professionnels, il faut tomber sur des bons, il y en a, mais il faut tomber sur des bons. Et surtout, les gens qui ont des amis, enfin l'entourage, c'est des gens qui sont capables d'entendre et qui sont là pour aider les gens. Merci infiniment, Olivier, d'avoir pris de votre temps et d'avoir eu le courage de témoigner aujourd'hui. Et je suppose que pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui et qui sont en train de traverser ce type de choses, ça leur aura donné du courage, en tout cas. Merci mille fois. Je l'espère. Si ça peut aider une personne, déjà, j'aurais fait quelque chose. Merci beaucoup, Olivier. Muriel Salmona, je me tourne vers vous. On constate ici qu'Olivier était sous l'emprise de son père. Mais comment faire pour que ce soit autrement? Est-ce que ces enfants doivent en parler tôt, dès leur plus jeune âge, ou à l'école? C'est le problème. Je veux dire, quand c'est quelqu'un qui a autorité sur soi, qui représente, qui en quelque sorte représente la loi à l'intérieur de la famille, les parents, et qui justement la transgresse très gravement, pour l'enfant, c'est mission impossible. C'est pour ça que parler, c'est extrêmement difficile. En plus, c'est toujours sous couvert d'eux, ou c'est montré comme quelque chose de normal, alors que l'enfant est traumatisé, il sent bien que ça va pas du tout, mais il n'a pas les mots. C'est pour ça qu'en parler à l'extérieur est vraiment nécessaire, et poser la question et repérer les enfants qui déjà montrent de la souffrance, qui font des tentatives de suicide, des fugues, qui ont un mal-être pas possible. Il faut surtout se préoccuper de ce qu'ils ont subi et leur poser la question. Il ne faut pas attendre qu'ils parlent, surtout. Et puis, il faut vraiment en parler à tout niveau, et à l'école, c'est très important de dire. Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles. C'est-à-dire la majorité des violences sexuelles a lieu dans l'enfance. 81% des violences sexuelles démarrent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. C'est scandaleux, c'est intolérable. Donc, en tout cas, on pense aux premiers acteurs qui sont en contact avec les plus jeunes enfants, c'est-à-dire les professeurs ou les profs de sport, hein, en tout cas de redoubler d'attention vis-à-vis des enfants, en règle générale, puisque oui, c'est comme vous le dites, beaucoup d'enfants sont victimes aujourd'hui de cet inceste. On remercie infiniment Olivier pour avoir pris le temps de nous raconter son histoire. Muriel Salmona, vous restez bien évidemment en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous accueillerons Lali. Elle a réussi à faire condamner son frère, qui était aussi son propre agresseur. Mathilde témoigne au 39-21. Mathilde a 35 ans. Mon père a pratiqué des attouchements sexuels sur moi. Il est décédé il y a 13 ans. Peu de personnes le savent. Je n'arrive pas à en parler à un psy. J'ai réussi à construire ma vie. Je m'imagine le dire à ma mère. Je ne veux pas la détruire. Je ne veux pas salir l'image de mon père. Et pour conclure cette émission, nous accueillons Lali sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lali. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez 29 ans Lali. Alors je vais résumer votre histoire. Dès l'âge de 4 ans, vous avez été victime de viol de la part de votre frère, qui était votre bourreau. Ces viols ont duré jusqu'à vos 14 ans.
Vous avez été victime d'amnésie traumatique. Racontez-moi d'abord cette amnésie traumatique. Elle a commencé un peu après que je l'ai dénoncé au commissariat, en fait. Oui. Parce que pour moi, c'était trop. La famille éclatait, à mes yeux. Et le voir partir en prison, sachant que j'étais encore sous son emprise, c'était trop pour moi. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai oublié ce qui s'était passé. Mmh. À quel moment vous avez su que ça n'était pas normal tout ça? Je l'ai toujours su parce qu'en fait, il me le disait quand il me violait. En fait, il me disait tu sais qu'on n'a pas le droit, tu sais que c'est interdit, tu sais que je peux aller en prison si tu le dis. Donc je savais que c'était anormal. Mmh. En fait, il pratiquait ces viols dans quelles conditions? Lorsque vos parents n'étaient pas là? Lorsque vos parents Oui, étaient voilà. couchés? Oui, en fait, il a 12 ans de plus que moi. J'étais la petite dernière, donc il me gardait. Il pouvait m'emmener sans problème. Ça pouvait être en balade à l'extérieur. Voilà. Mmh. Vous avez fini par en parler à votre mère à l'âge de 14 ans. Pourquoi à ce moment-là et comment votre mère a-t-elle réagi? À ce moment-là, c'était devenu trop lourd à porter. En fait, on avait eu un cours d'éducation sexuelle à l'école. Oui. Et pour la première fois, j'ai entendu parler d'inceste d'une autre personne que de mon frère. Mmh. Et j'ai compris qu'il fallait en parler, qu'il y avait moyen d'en parler. À ce moment-là, je pensais pas à la prison du tout. Je pensais que c'était des faits antérieurs, donc il n'y avait pas de conséquences. Et j'en ai parlé à ma mère pour me soulager. À ce moment-là, ma mère m'a cru, m'a tout de suite cru. Elle m'a emmené voir un pédopsychiatre et c'est le pédopsychiatre qui a tout de suite dit qu'il fallait aller au commissariat, en fait. D'accord. La réaction de votre mère, puisqu'elle est importante et que on suppose que ça a été un soulagement pour vous, parce qu'on écoutait Oui. Laurent dans la première partie de cette émission qui disait avoir été rejeté par sa famille. Lorsqu'une mère ou un père, ou les deux à la fois, reconnaissent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça change totalement la donne. Oui, ça m'a pas empêché de faire l'amnésie, mais ça m'a aidé énormément à avancer dans ma vie actuellement, d'être heureuse aujourd'hui et d'avoir pu malgré tout faire cette procédure malgré l'amnésie. Ça a été tout l'amour qu'elle m'a apporté, toute la confiance qu'elle m'a donnée, c'est énorme, quoi. Mhm. Je me rends compte que par rapport à énormément de victimes, j'ai beaucoup de chance. Cette emprise dont vous parlez, elle a duré combien de temps? Parce que vous dites que vous vous sentiez coupable autant que lui, Oui. au point que vous ne vouliez pas qu'il aille donc en prison, ça vous me l'avez dit. Comment vous l'expliquez ça aujourd'hui que voilà, vous êtes une adulte? Je pense que c'est le fait qu'il ait commencé depuis que j'étais toute petite qui me fait croire que finalement j'étais actrice de tout ça, que j'avais le choix, Oui. de faire croire que j'avais le choix, me dire qu'on pouvait arrêter. Et puis en fait, quand je demandais qu'il arrête, il recommençait assez rapidement. Donc c'était pas. Mhm. c'était- Et cette emprise, elle a forcément, je pense, duré au moins jusqu'à que l'amnésie revienne à 26 ans. Oui. Quelque part, oui, j'avais jusqu'à mes 26 ans, jusqu'à que je comprenne que ça avait bien continué jusqu'à 14 ans, parce que l'amnésie concernait les 10 à 14 ans. Oui. Je pense que c'est... Et j'avais encore honte, avant mes 26 ans, de l'avoir emmené en prison, en fait. D'accord. Donc vous avez porté plainte, il y a eu un procès. Votre frère a été condamné. D'abord, à quelle date il a été condamné et il est parti en prison? Alors, il a fait de la préventive tout de suite après le commissariat quand j'avais 14 ans. Oui. Donc lui, 26 ans. Ensuite, le procès a eu lieu 4 ans et demi plus tard, donc moi j'avais 18 18 ans. ans, oui. Voilà, donc lui 30 ans. Il a été en cour d'assises pour mineurs parce que du coup, je l'ai dénoncé que sur des faits jusqu'à 10 ans, jusqu'à mes 10 ans. Ça sera ma dernière question. Est-ce que
vous pensez que si vous n'aviez pas eu ce courage d'outrepasser cette emprise qu'il avait sur vous, si vous n'aviez pas eu le courage de parler, votre vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on parle aujourd'hui de l'inceste, on parle de ce tabou, on parle de surtout briser cette loi du silence, car elle est la règle fondamentale pour lutter contre l'inceste. Votre vie, vous avez déjà imaginé à quoi votre vie pouvait ressembler si vous n'aviez pas parlé ? Je pense que j'aurais été vraiment droguée, j'aurais pas heureuse. Jusqu'à 26 ans, j'étais toute maigre, j'aurais continué d'être comme ça, peut-être que je serais morte jeune, je sais pas. J'ai eu beaucoup envie de mourir pendant très longtemps. Aujourd'hui, cette culpabilité qui vous a longtemps suivi, elle n'est plus du tout là. Si, encore quand même, parce que ça reste compliqué d'accepter que j'ai pas dit non, quoi, que j'ai pas enfin, si j'ai dit non, mais que j'ai pas réussi à arrêter ça plus tôt, quoi. Merci infiniment, Lali, d'avoir partagé votre histoire avec courage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Bien évidemment, on a parlé de l'inceste aujourd'hui et c'est assez dur comme sujet, mais il faut parler de cet inceste si tabou et si répandu. On l'a encore entendu à travers les éclairages de Muriel Salmona. Donc merci infiniment à tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à nous appeler au Standard d'Europe 1 aujourd'hui. Merci aussi à Laurent, merci à Olivier pour leur témoignage. C'est la fin de cette émission. Je le répète, c'est en parlant que l'inceste ne sera plus un tabou. C'est en libérant la parole que la honte changera de camp. Il faut sensibiliser les victimes pour qu'elles osent mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. C'est aussi aux adultes de ne pas fermer les yeux, d'entendre et de ne pas être dans le déni, car les conséquences de l'inceste sur la vie de celui qui en est victime, on l'a vu, sont considérables.